Et aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre Pérignon. Mais avant ça, il faut bien sûr remercier l'Atheneum de Philadelphie en Pennsylvanie qui nous accueille une fois encore à l'occasion du Cercle francophone d'histoire. Cette présentation va se faire en français à débit lent afin de permettre au plus grand nombre de la suivre sans difficulté. Alors, Pierre Pérignon, plus connu sous le nom de Dom Pérignon, voit le jour à Sainte-Ménéhould en décembre 1638. Alors à l'époque, ce village de l'Argonne appartient au duché de Lorraine, même s'il est aujourd'hui rattaché à la Marne en Champagne. Alors 1638 n'est pas une année anodine. En effet, elle marque la naissance du futur roi Louis XIV. Et par coïncidence, Dom Pérignon mourra, tout comme le roi, en 1715 à l'âge de 76 ans. Alors, Pierre est le cadet d'une famille de 7 enfants. Il grandit dans une région forestière, en apparence peu propice au bon vin. En effet, le climat du nord-est de la France est froid et pluvieux. Cependant, le sol, crayeux, donc calcaire, présente certains avantages, car la craie a une bonne capacité de drainage. L'excès d'eau, préjudiciable à la vigne, peut donc s'évacuer du sol rapidement. La craie présente aussi l'avantage de stocker la chaleur et de la libérer la nuit. Dans le climat frais du nord-est de la France, elle contribue donc à la maturité du raisin. En outre, les sols crayeux sont profonds. Ils forcent ainsi les racines des vignes à se développer en profondeur pour chercher l'eau nécessaire à leur croissance et ce faisant, les vignes y puisent calcium et potassium essentiels à la qualité des raisins. On le voit donc, ce type de terrain est peu propice à l'agriculture traditionnelle et aux céréales en particulier. Il est par contre parfait pour la viticulture. Ainsi, Pierre Pérignon grandit dans une région favorable au vignoble, mais aussi propice à la foi catholique. Le village est en effet un lieu de pèlerinage qui accueille les reliques de Ménéhould, une jeune comtesse du 7e siècle à qui l'on attribue de nombreux miracles. La légende nous apprend qu'elle fonda un hospice afin d'y soigner les indigents des environs, et on lui reconnaît de nombreuses cures miraculeuses. C'est donc dans cette atmosphère de dévotion que va grandir le petit Pierre. Alors, ses parents sont très pieux. Son père, qui se prénomme Pierre, comme lui, est greffier. C'est un clerc qui tient la plume pendant les audiences de justice. Le poste est prestigieux. Il permet aux Pérignons de vivre dans l'aisance. Alors, outre ses activités de greffier, il possède un petit vignoble. Le vin sera donc, lui aussi, une affaire de famille. La mère du petit Pierre, Marguerite Leroy, est quant à elle la fille d'un bourgeois du village. Mais hélas, en 1639, 7 mois seulement après la naissance du petit Pierre, elle décède.
Alors, le père de Pierre se remarie 3 ans plus tard avec Catherine Beuvillon, veuve d'un marchand de la ville. C'est donc Catherine qui élèvera le petit Pierre. Très tôt, en fait, l'enfant s'amuse dans les vignobles. Il y passe du temps avec son père, bien sûr, mais aussi avec son oncle, qui possède des vignes à Sainte-Ménéhould. Dès le plus jeune âge, la viticulture est donc un domaine qui lui est familier. Alors que le petit Pierre a 10 ans, une révolte éclate en Champagne et en Lorraine. C'est la fameuse période de la Fronde. Elle marque le soulèvement des territoires de l'Est du royaume. Ils réagissent aux lourdes taxes qu'impose le gouvernement du jeune roi Louis XIV pour financer sa guerre contre l'Espagne. Gouvernement dirigé à l'époque par sa mère, la régente Anne d'Autriche. Alors, durant cette période trouble, on envoie Pierre à l'abbaye bénédictine de Moiremont. Alors, Moiremont est un hameau de la Marne, 200 habitants à peine. Là, loin des tumultes de la ville, il est en sécurité. À l'abbaye, Pierre devient enfant de chœur et chante dans la chorale. Il va y rester jusqu'en 1652. À l'âge de 13 ans, il rejoint le collège des Jésuites de Châlons en Champagne. Alors c'est providentiel car 1 an plus tard, l'abbaye de Moiremont est saccagée par le prince de Condé qui mène la fronde contre Louis XIV. Pour sa part, Pierre va rester 3 ans à Châlons jusqu'en 1655. La situation politique finit par se clarifier, la fronde prend fin et le jeune Louis XIV soumet son opposition et ramène le calme dans son royaume. Alors Pierre a désormais 17 ans. Il aurait pu décider de faire une carrière d'officier de justice comme son père. Mais il choisit d'entrer au monastère de Verdun, dans la Meuse, à l'abbaye de Saint-Vanne. Son intention est claire, il souhaite appartenir à l'ordre des bénédictins afin, je cite, de vaquer au salut de son âme pour la rendre un jour à Dieu, son Créateur. Il va donc suivre la règle de Saint Benoît, un moine italien qui vécut au VIe siècle. Pierre prononce ses vœux en 1658 et il va passer près de 10 ans de formation religieuse et intellectuelle à l'abbaye de Saint-Vanne. Alors c'est un choix militant qui n'est pas anodin, car Saint-Vanne est, depuis la fin des guerres de religion, un centre particulièrement actif de la contre-réforme en Lorraine. Alors, loin de vouloir tourner le dos au monde, Pérignon souhaite au contraire prendre une part personnelle à l'édification sur terre du royaume de Dieu. À Verdun, il va ainsi alterner travaux manuels, lectures et prières. Mais il va également se consacrer à la culture de la vigne. Il y fait ses premières armes et acquiert une solide réputation dans le domaine viticole. À l'âge de 27 ans, en 1666, il est ordonné prêtre. Il devient don
Pierre. Alors, pas encore Dom Pérignon, un nom qui lui sera attribué par les historiens post-mortem. Le titre Dom vient de Dominus en latin, Dom, un titre qui signifie Seigneur et qui indique une marque de respect. Mais en 1668, alors qu'il a 29 ans, il est transféré à l'abbaye d'Auvillers en Champagne. C'est le supérieur bénédictin Jacques de Troyes qui invite Dom Pérignon à rejoindre sa communauté. L'abbaye d'Auvillers, fondée en l'an 650, périclite. Elle ne compte plus qu'une poignée de moines. Dom Pérignon est nommé père procureur, une charge de la plus haute importance. Il est désormais responsable de la gestion de tous les produits que procurent les vastes domaines de l'abbaye. Il comprend très vite que la richesse de sa nouvelle communauté, si elle existe, réside essentiellement dans ses vignes, pauvrement exploitées, hélas. Il est, en quelque sorte, l'homme de la dernière chance pour ce monastère lourdement endetté qui lutte pour sa survie. La tâche de Dom Pérignon est immense, mais il est jeune et il a l'énergie de la foi. Alors, en administrateur génial, il va travailler d'arrache-pied pour restaurer les pressoirs et s'occuper des vignobles. Fait remarquable, c'est lui qui va tenir les comptes financiers de l'abbaye pendant 47 ans, alors qu'en règle générale, les procureurs changent tous les 3 ans. À une époque connue pour les lourdeurs administratives du royaume, les connaissances juridiques de Pierre sont saluées par ses frères bénédictins. C'est donc un homme en qui la communauté a toute confiance, preuve, s'il en est, de l'exceptionnelle satisfaction qu'il donne. Alors l'impact de Dom Pérignon va rapidement se faire sentir à la grande satisfaction du supérieur de l'abbaye. Dom Pérignon devient rapidement le grand orchestrateur des domaines, donnant des directives précises aux ouvriers des fermes et des vignobles. Il préconise notamment l'utilisation du fumier de vache afin d'enrichir les sols, mais aussi une taille abondante des vignes à partir du mois de mars. Son but, limiter la production de raisins médiocres et favoriser la qualité. Il préconise aussi d'utiliser des supports en bois de chêne pour soutenir chaque cep. Il procède également au labour des vignes pour faire respirer la terre. Il se débarrasse ainsi de l'herbe qui pousse et des vermines. Lors des vendanges, qui ont lieu en septembre, il instruit ses ouvriers. Ils ne doivent pas cueillir les raisins indistinctement. Seules les grappes les plus mûres doivent être cueillies le matin ou le soir quand il fait frais, jamais au milieu du jour. Les raisins qui n'ont pas atteint une parfaite maturité devront attendre. Et s'il a plu, au moment de la récolte, il impose de différer la cueillette. Si les raisins sont gorgés d'eau, leur saveur est moins intense.
Il déclare aussi que les meilleures grappes sont celles dont les grains ne sont pas trop serrés. En effet, celles dont les grains sont un peu écartés sont moins susceptibles à la pourriture et mûrissent parfaitement. La philosophie de Dom Pérignon est simple. Avant de faire du vin et de le vendre, il faut comprendre la vigne et la soigner. Dom Pérignon va aussi s'atteler à sélectionner les variétés de raisins qu'il juge être les plus nobles et les mieux adaptées au sol et au climat, à savoir le chardonnay pour les vins blancs, le pinot noir et le pinot meunier pour les vins gris et les vins rouges. Alors ce choix n'est pas le fruit du hasard, car le climat est froid et humide, et la terre, nous le savons, est crayeuse. Il faut donc à tout prix cultiver des variétés de raisins qui mûrissent précocement afin de pouvoir les mener à maturité dans ce climat hostile. Ces cépages doivent aussi avoir une peau épaisse. Ils seront ainsi moins sensibles à la moisissure que cause l'humidité de la région. Alors toutes ces décisions, on l'imagine, sont très importantes, car au XVIIe siècle, la France vit dans l'époque du petit âge glaciaire. Les étés sont courts, les automnes très humides et le froid arrive prématurément. Ces basses températures sont en fait très problématiques. Dès octobre, le froid interrompt la fermentation alcoolique dans les larges cuves ouvertes, car les levures deviennent dormantes sous une température inférieure à 15 degrés. Ceci veut dire qu'elles ne transforment plus le sucre en alcool et en gaz carbonique. Des vins dont la fermentation est encore inachevée restent donc parfois en cave dans des tonneaux désormais fermés. Et au printemps, à la faveur des températures plus douces, la fermentation reprend. Et nous le verrons, cela va causer bien des soucis à Dom Pérignon, car ce qu'il veut élaborer à cette époque, ce sont des vins tranquilles, c'est-à-dire des breuvages sans effervescence. L'idée de créer un vin mousseux ne lui vient même pas à l'esprit. Alors pour le moment, Dom Pérignon a une autre priorité, l'assemblage. Alors c'est une technique d'élaboration des vins déjà bien connue en ce temps-là, mais il va la perfectionner au point de devenir le maître incontesté en la matière. Il va donc presser puis fermenter les raisins séparément selon leur cépage et le vignoble dont ils proviennent. Mais avant cela, il goûte chaque jour les cépages récoltés dès qu'ils arrivent à l'abbaye pour s'assurer de leur qualité. C'est lui qui comprend l'importance de presser les raisins et de commencer la fermentation au plus tôt. La fraîcheur maximale du fruit est alors préservée. Et il va ensuite mélanger les jus fermentés pour créer le vin final, celui qu'il vendra. C'est cela que l'on nomme l'assemblage. Personne, mieux que lui, ne sait élaborer des vins aussi complexes
que les siens. Parfaitement équilibré, il combine les qualités des différents cépages, voire même parfois des différents millésimes qu'il mélange. Son palais est tout simplement exceptionnel et il souhaite clairement rivaliser avec les vins de Bourgogne et de Bordeaux. Il affirme, son objectif est d'élaborer le meilleur vin du monde, ici, en Champagne. Alors, Louis XIV semble convaincu. Le roi fait effectivement venir en quantité à Versailles des tonneaux de vin de l'abbaye d'Auvillers. La cour apprécie tout particulièrement ces clairets, des vins rouges clairs, voire gris, plutôt légers, car Dom Pérignon a acquis une renommée qui dépasse les limites de sa province. Ces vins tranquilles se vendent d'ailleurs 3 à 4 fois plus cher que ceux de ses concurrents champenois. Il tire aussi profit des atouts historiques de sa région viticole. En effet, c'est Saint Rémy, évêque de Reims, qui baptise Clovis en 496. Le premier roi chrétien des Francs se verra donc offrir du vin consacré produit en Champagne. Dès lors, le vin issu de la région champenoise, c'est le vin des sacres de Reims. Ceci lui donne un énorme prestige à travers le royaume. Alors même s'ils ne sont pas encore pétillants, les attributs mystiques et festifs des vins de Champagne existent déjà de longue date. Alors Dom Pérignon, nous l'avons vu, est en quelque sorte un œnologue avant l'heure, car mieux que tous, il comprend les notions d'années précoces, d'années tardives, sèches ou pluvieuses. L'impact climatique sur le développement des cépages n'a aucun secret pour lui. Fort de ses succès, il agrandit donc la surface du vignoble de son abbaye. Elle passe de 10 à 24 hectares, c'est-à-dire de 24 environ à 60 acres. Alors certains historiens nous disent qu'au printemps 1669, Dom Pérignon effectue un pèlerinage à l'abbaye de Saint-Hilaire, entre Limoux et Carcassonne, en Languedoc-Roussillon. Alors Saint-Hilaire est une abbaye bénédictine très prestigieuse, bien plus connue et bien plus prospère que celle d'Auvillers. Dom Pérignon y aurait goûté un vin local pétillant, la Blanquette de Limoux. Alors, la ville de Limoux s'enorgueillit depuis 1531 d'avoir élaboré le premier vin mousseux de France. À l'époque, ce vin doux et effervescent était sans doute apprécié très jeune, sans mise préalable en bouteille, car celle-ci n'était pas encore très répandue. Le vieillissement était donc impossible. En effet, on consommait très sûrement le vin directement de la barrique au gobelet. Alors, pour favoriser l'effervescence, certains vignerons de Limoux auraient pris l'habitude de fermenter leur vin dans de grands tonneaux fermés plutôt que dans des cuves ouvertes. Une partie du gaz carbonique restait ainsi prisonnière et il en résultait un vin sucré et mousseux. Alors pour Dom Pérignon, qui avait toujours
considérer l'effervescence du vin comme un mal absolu, la dégustation des vins de Limoux aurait été un tournant. S'il n'est pas encore totalement conquis, l'optique d'élaborer un jour un vin pétillant ne serait plus pour lui un interdit total. Alors à ce stade, il convient d'aborder de nouveau la question de la seconde fermentation. Pourquoi et comment un vin peut-il devenir effervescent? Alors, point capital, nous l'avons vu, le petit âge glaciaire. En clair, il s'agit d'un climat caractérisé par un refroidissement précoce en automne et un printemps tardif. Le froid interrompt la fermentation avant qu'elle arrive à son terme. Mais à partir du mois de mai, la remontée des températures favorise le réveil des levures. La fermentation reprend donc après 6 à 7 mois d'interruption. Alors la mise du vin en bouteille, qui commence à se répandre en France à l'époque de Dom Pérignon, va exacerber le problème de la seconde fermentation. Car si un tonneau n'explose pas à cause de la pression du gaz, la bouteille, elle, oui. Au printemps, le verre des bouteilles éclate parfois en cascade dans les caves. À la perte du vin s'ajoute un risque considérable pour les moines, les blessures mortelles par éclat de verre. Alors pour Dom Pérignon, réduire le risque d'explosion des bouteilles devient une priorité. Les bouteilles sont pour lui une source de grands tourments. En effet, jusqu'alors, les moines avaient pris pour habitude d'utiliser des chevilles en bois, sorte de gros bouchons primitifs qui servaient à sceller les fûts. Ces chevilles sont entourées d'étoupes, c'est-à-dire d'un textile issu de chanvre. Cette étoupe est ensuite imbibée d'huile. Hélas, ces chevilles sont peu hermétiques et les fuites sont très fréquentes. Les chevilles ne sont donc pas adaptées à l'apparition des bouteilles. Le bouchon de liège du Portugal, mis à la mode par les marchands anglais, va donc rapidement s'imposer. Alors plus souple, le bouchon de liège s'insère parfaitement dans le goulot de la bouteille. Il permet au vin de respirer sans trop couler, donc de vieillir sans s'oxyder. Imperméable au liquide et au gaz, compressible et élastique, le bouchon de liège représente une solution idéale. Dom Pérignon se convertit donc au bouchon. Mais le problème des bouteilles trop fragiles persiste. En 1673, Dom Pérignon entend parler de Canaume d'Etby. Alors, c'est un alchimiste anglais, ancien diplomate et catholique romain assumé, décédé depuis 8 ans. Alors, Digby n'était pas un inconnu en France. La rumeur lui prête d'avoir été, dans sa jeunesse, l'amant de Marie de Médicis, reine de France et seconde épouse d'Henri IV. Alors, dès 1634, Digby invente ce que l'on considère aujourd'hui comme la bouteille moderne, plus résistante au transport,
Sa bouteille est cuite dans un four à charbon à très haute température, bien plus efficace que les anciens fours à bois. En incluant un plus grand ratio de sable, son verre devient plus résistant au choc et à la pression interne. Alors, cette technique de fabrication se répand rapidement en Argonne, comme l'attestent des documents de verrerie du nord-est de la France. C'est Digby également qui a l'idée d'utiliser un verre de couleur brune ou verte plutôt qu'un verre transparent. Le vin ne subit alors plus l'oxydation causée par la lumière. Alors il convient une fois encore de rappeler que si Dom Pérignon recherche des bouteilles solides, ce n'est aucunement pour créer des vins mousseux. Ce qui le préoccupe principalement, c'est l'élaboration de vins tranquilles, c'est-à-dire non pétillants, qui font la fortune de son abbaye. Ce qu'il cherche avant tout à éviter, ce sont les inconvénients de la seconde fermentation. Alors, plus précocement que les Français, les Anglais, eux, sont friands de vins pétillants. Ils achètent en tonneaux beaucoup de vins de régions froides du nord de la France, notamment de la Champagne. Une fois en Angleterre, ces vins expédiés en tonneaux vont être mis en bouteille. Les Anglais y ajoutent du sucre de canne, du miel ou de la mélasse. Alors cette pratique n'est pas nouvelle. On l'utilisait déjà fréquemment à Venise et aux Pays-Bas espagnols pour améliorer le goût des vins qu'on jugeait trop acides. Mais rien de révolutionnaire dans cette technique, sinon que pour certains Anglais, l'ajout de sucre dans le vin a une autre finalité, car ils remarquent empiriquement que ces vins artificiellement sucrés, une fois mis en bouteille, ont tendance à mousser au printemps. Cette métamorphose inexpliquée du vin tranquille en vin pétillant réjouit leur palais. On le constate donc. Au XVIIe siècle, le vin mousseux est un vin de marchand anglais et pas du tout un vin de vigneron français. Mais Dom Pérignon, lui, cherche à tout prix à éviter la prise de mousse, car les vins pétillants sont, pense-t-il, comme ses frères moines, des vins du diable. Alors, le naturaliste et scientifique anglais Christopher Murray va pour sa part apporter sa contribution au vin mousseux. En 1662, il s'adresse à la Société royale de Londres. Il fait un discours sur la prise de mousse des vins. S'il ne parvient pas vraiment à expliquer le phénomène, Murray touche du doigt la singularité de la seconde fermentation. Il va donc chercher à la provoquer expérimentalement plutôt qu'à la combattre. Mais de nombreux problèmes subsistent pour Murray. Il est incapable de maîtriser l'intensité de l'effervescence. Elle reste très variable selon les cépages, les domaines et les années. On est donc encore bien loin de l'uniformisation des champagnes d'aujourd'hui. En fait, ce ne sera que bien plus tard, en 1874,
que le professeur Edmond Jules Maumenet parviendra à déterminer avec précision la quantité exacte de sucre à ajouter au vin pour obtenir une effervescence parfaite et régulière. Plus d'un siècle et demi donc après la mort de Dom Pérignon. Mais revenons à notre moine. Comme tous les religieux de son temps, Dom Pérignon est un lettré. Il prend donc connaissance des écrits de Christopher Méré. En 1697, il décide enfin de provoquer lui-même l'effervescence du vin plutôt que de la subir. Mais comme Méré, il ne parviendra jamais à dominer cette technique. D'autant que, malgré des problèmes récents relatifs à la solidité des bouteilles, la méthode Méré reste aléatoire. L'effervescence des vins est donc éphémère et le gaz s'échappe en faisant souvent sauter les bouchons de liège. Afin de rendre ces bouteilles plus étanches et de lutter contre ce phénomène, Dom Pérignon diffuse l'usage de la cire d'abeille dans ses caves. En outre, il trouve ce procédé visuellement plus esthétique. Autre avantage, grâce à la cire, la saveur du vin est encore mieux préservée. Bien vite, l'herméticité des bouteilles, grâce à cette cire, va se retourner contre lui, car désormais, plus que jamais, en cas de seconde fermentation incontrôlée, le gaz carbonique est prisonnier de la bouteille. Le risque des bouchons qui sautent par pression interne est donc accru. Résoudre le problème devient une quête constante pour Dom Pérignon. Alors bien qu'il comprenne l'intérêt commercial des vins mousseux, Dom Pérignon n'en vendra jamais. Pas seulement parce qu'il ne maîtrise pas la technique. En fait, un édit royal datant de 1691 interdit la vente du vin en bouteille en France. Le vin doit se vendre en tonneaux scellés, un moyen de contrôle bien plus efficace pour collecter les taxes royales. Alors la légende dit que Dom Pérignon offre aux visiteurs de son abbaye des vins pétillants qu'il met lui-même en bouteille, mais à titre de curiosité seulement. Si c'est vrai, sa production est sans doute restée très infime pour les multiples raisons que j'ai invoquées précédemment. Alors en fait, jusqu'à sa mort, Dom Pérignon ne va produire pour la commercialisation que des vins tranquilles. Il nous quitte à l'âge de 76 ans, en 1715, tout comme le roi Louis XIV. On enterre Pierre Pérignon dans le chœur de l'église abbatiale de Hauvillers, que l'on peut toujours visiter d'ailleurs de nos jours. Mais le décès de Dom Pérignon ne marque nullement la fin de sa notoriété. En effet, un chanoine jésuite de 53 ans, du nom de Godinot, va lui aussi s'intéresser intensément au vignoble champenois. En 1718, il publie un traité inspiré des idées de Dom Pérignon. Il intitule ce traité « Manière de cultiver la vigne »
et de faire le vin en Champagne. Alors bien sûr, il n'y est nullement question de vin effervescent. Par contre, dans son ouvrage, Godino propage les méthodes novatrices de Dom Pérignon. Taille sévère des vignes, promotion du pinot noir, qui a moins tendance que le chardonnay à réentrer en fermentation. Récolte du raisin tôt le matin afin d'en préserver la fraîcheur. Utilisation des presses plutôt que de fouler le raisin au pied. Alors ce faisant, Godino contribue à la renommée de Dom Pérignon, non pas en tant qu'inventeur du champagne mousseux, il ne l'est pas, mais en tant que vigneron génial. Alors en 1728, 13 ans après la disparition de Dom Pérignon, Louis XV, nouveau roi de France, promulgue un arrêté autorisant la vente du vin en bouteille par panier de 50 à 100 flacons. Alors en théorie, la production du champagne mousseux, qui nécessite par nature une bouteille, devrait prendre son envol. Pourtant, il faudra attendre l'année 1770 pour que l'effervescence soit intentionnellement provoquée par des vignerons champenois à des fins commerciales. Plus d'un demi-siècle donc après la mort de Dom Pérignon. Alors toutefois, peu à peu, le champagne mousseux se répand dans la société française et prend un aspect festif. Napoléon lui-même adore le champagne. Il est d'ailleurs à l'origine de l'expression sabrer le champagne. Lorsqu'un soldat est promu officier, on lui remet un sabre de cérémonie. Sa première action est alors de couper le goulot d'une bouteille de champagne par un coup sec sur le col de la bouteille. Cette tradition symbolise les victoires napoléoniennes à venir sur les champs de bataille. Alors la vente possible du vin en bouteille va désormais relancer la question du bouchon de liège. Et en Champagne, il va très vite évoluer, notamment grâce à l'engouement croissant des vins mousseux. En fait, il prend la forme d'un champignon. C'est-à-dire que la partie inférieure de bouchon, qui est en contact avec le vin, est désormais insérée de force dans le goulot de la bouteille. La tête du bouchon, qui elle reste visible, boursoufle. Elle prend la forme d'un champignon. Alors ce bouchage en forme permet de surcroît au bouchon de mieux résister à la pression. De plus, la forme arrondie de la tête du bouchon prévient efficacement le suintement. Alors, autre avancée, dès 1840, les bouchons de champagne sont traités en surface par de la paraffine solide, une découverte que l'on doit au chimiste allemand Karl von Reichenbach. Alors, cette paraffine permet une meilleure étanchéité, elle réduit la perte des gaz et facilite le bouchage et le débouchage des bouteilles. Un peu plus tard, en 1844, le physicien Jules Guyot
qui travaille pour la maison Jacquesson à Châlons en Champagne, invente le muselet. Le bouchon est donc entouré d'une sorte de cage qui, pour le dire plus simplement, est une ceinture de fils d'acier. Alors ceci va permettre au bouchon de rester en place et de ne pas sauter. Le muselet remplace alors peu à peu la ficelle de chanvre qu'utilisait Dom Pérignon, mais qui était bien moins efficace, car dans les caves humides, le chanvre avait tendance à pourrir, ou même parfois à être rongé par les rats. Le muselet est donc un progrès considérable. En effet, à cette époque, la casse reste encore un problème majeur pour les producteurs de champagne. En 1833, par exemple, la maison Moët et Chandon indique dans ses registres officiels que les pertes en cave de ces vins s'élèvent encore à un tiers des bouteilles. Bouchon qui saute, ou pire encore, explosion. Ce n'est pourtant que vers 1880 que le muselet va être fabriqué commercialement. Son usage va enfin se généraliser 36 ans après son invention. Alors, autre innovation du physicien Jules Guyot, la capsule. Il a l'idée d'ajouter en fait une plaque d'aluminium au muselet. Alors cette capsule qui s'insère entre le bouchon et le muselet a pour but de protéger le liège contre les contaminants extérieurs, poussière, odeur ou bactéries. La capsule ajoute également une étanchéité supplémentaire en pressant le bouchon contre le col de la bouteille. La capsule permet également de maintenir plus facilement le muselet en place. Alors pour la petite histoire, c'est la maison Paul Roger qui, pour la première fois, a l'idée de décorer ses capsules. D'autres suivent rapidement, lançant la mode de la collection des plaques. Aujourd'hui encore, certains Français les collectionnent comme on le fait pour les timbres. Les collectionneurs sont appelés placo-musophiles. Alors j'ai apporté ici quelques plaques pour vous montrer les décors. On voit ici un thème japonais, bien sûr. La célèbre Veuve Clicquot, une autre plaque. On trouve ici Napoléon Bonaparte. Alors que le champagne effervescent est désormais en plein essor, Dom Grossart va contribuer à forger la légende de Dom Pérignon. Il déclare que c'est le moine Pierre qui a trouvé le secret de l'élaboration du vin blanc mousseux. Et Dom Grossart est un homme d'autorité. En effet, il est le dernier procureur de l'abbaye d'Auvillers, qui fut hélas démantelée à la Révolution. Dans une lettre datée du 25 octobre 1821, Grossart prétend que c'est Dom Pérignon qui a inventé le champagne mousseux. Alors, cette fausse information n'est pas sans conséquence, car le mythe fondateur de Dom Pérignon vient de naître. Et ce mythe a principalement servi à préserver le champagne mousseux de la concurrence, en accusant les autres régions viticoles françaises de faire des imitations.
Mais à l'origine, le but de Don Grossard est tout autre. En créditant Dom Pérignon de l'invention du vin mousseux, il souhaite désassocier ce breuvage de la société bourgeoise décadente de l'époque qui adore le champagne. Dom Pérignon, moine laborieux, donne alors subitement une caution historique et morale, quasi religieuse, au champagne effervescent. Sous le règne très conservateur du roi Louis XVIII, puis celui de Charles X, il transforme ainsi l'image même du champagne, lui faisant gagner ses lettres de noblesse. Alors on l'imagine, le champagne se doit désormais d'avoir son propre verre. Jusque dans les années 1930, il se boit surtout dans une coupe. On y ajoute parfois un peu de sucre en poudre sur les rebords de la coupe, afin de le faire mousser, d'où l'expression sabler le champagne. Mais on se lasse vite de la coupe. Elle a l'inconvénient de laisser les bulles s'échapper trop rapidement. On lui préfère alors la forme longue et étroite de la flûte. Elle est déjà très appréciée en Angleterre avant qu'elle n'arrive en France. La flûte permet en effet de mieux mettre en valeur les bulles. Elle préserve également plus longtemps l'effervescence et les arômes du vin. De plus, le pied très haut de la flûte évite le réchauffement du verre au contact de la main. Mais de nos jours, c'est un autre verre, le verre tulipe, qui gagne en popularité, car il a une forme légèrement plus évasée au milieu avant de se resserrer en haut. Il encourage ainsi une meilleure appréciation des arômes du champagne. En 1921, la maison de champagne Mouette et Chandon crée une cuvée qu'elle nomme Dom Pérignon en l'honneur du moine bénédictin. C'est un geste commercial, bien sûr. La maison Mouette et Chandon cherche à s'ancrer dans une longue tradition, alors que la légende de Dom Pérignon est très vivace. Alors ce n'est qu'en 1936 que sera servie la première bouteille de cette cuvée Dom Pérignon sur le paquebot Normandie qui croise entre Le Havre et New York. En 1943, la bouteille de la cuvée Dom Pérignon reprend la forme ancienne des flacons des XVIIe et XVIIIe siècles. Là encore, on profite de l'image fabriquée du moine bénédictin à des fins purement commerciales. Aujourd'hui, on produit environ 6 millions de bouteilles millésimées de Dom Pérignon à près de 400 $ la bouteille. Il faudra cependant attendre 1959 pour que la maison Mouette et Chandon élabore une cuvée Dom Pérignon rosé qui vaut de nos jours plus de 500 $ la bouteille. Alors depuis le début des années 2000, nombre d'historiens considèrent que la renommée du moine Dom Pérignon est usurpée. Alors, certes, il n'a pas inventé le champagne mousseux. Ce vin, pourrait-on dire, s'est inventé tout seul, à l'origine, contre la volonté des vignerons. Mais Pierre Pérignon est-il pour autant un usurpateur? Certainement pas.
Il n'a d'ailleurs jamais lui-même revendiqué le titre d'inventeur du champagne. Et ce champagne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une œuvre collective qui s'étale sur plusieurs siècles. Homme sérieux et appliqué, très travailleur, Dom Pérignon réfuterait sa notoriété mondiale. Certes, il était le meilleur élaborateur de vin de son temps, mais en tant qu'homme de foi, pieux et appliqué, un brin janséniste, sa modestie s'accommoderait bien mal de son statut d'icône du champagne que l'histoire a fabriqué à son insu. Je vous remercie. Merci de votre attention